26 avril 2015, 26 avril 2019, voilà 4 ans, jour pour jour, le Burundi est entré en crise suite à l'annonce de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. 4 ans de deuil pour la perte de plus de 2000 vies, de centaines de disparus, de vies brisées à jamais pour viol et autres tortures, un demi-million de personnes forcées à l'exil, et j'en passe, et des pires. 4 ans que le monde entier ne cesse de crier sous de multiples formes: dialogue, résolution des Nations Unies et de l'Union africaine, gel d'avoir de certaines personnalités du pouvoir, suspension d'aide directe, etc. Et malgré tout, Nkurunziza résiste. Dans le même temps, sous d'autres cieux, les peuples se sont levés et sont arrivés à faire fléchir les pouvoirs dictatoriaux au Soudan, avec un Omar el-Béchir aujourd'hui en prison, en Algérie ou encore au Zimbabwe. Qu'est-ce qui peut expliquer le succès de ces peuples et, à contrario, comment expliquer la résistance de Pierre Nkurunziza? C'est donc de cet unique sujet que va traiter cette 78e édition du Club de la Presse. Et pour cela, nous sommes avec deux invités. Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Gate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif et porte-parole du parti UPD Zigamibanga. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous les deux. Merci. La première question s'adresse à vous, Désiré Hatungimana. 4 ans, ou près de 4 ans, que votre radio Inzamba Gate Kakawe rapporte quotidiennement au Burundi et au monde presque la même situation au Burundi. Est-ce que vous ne seriez pas fatigué aujourd'hui de ce train-train? Non, fatigué pas du tout, parce que si j'étais fatigué, je n'aurais même pas venu ici. Parce que c'est le travail qui continue, même ici, même si je ne suis pas là au studio de la radio Inzamba, c'est le même travail. On doit crier, on doit rapporter, on doit parler de tout, du bien et du mauvais. Et nous ne nous fatiguerons jamais. Nous savons notre mission. Notre mission, c'est d'informer le peuple burundais, parce que le peuple burundais n'est pas aujourd'hui informé correctement, parce qu'il n'y a plus de médias indépendants au Burundi. Souvenez-vous, dernièrement, on a même suspendu au radier du Burundi, la BBC, suspendu la Voix de l'Amérique. Ce n'est que la radio nationale qui est là. Alors, nous devons... Il y a certains autres médias qui ont été récupérés. Oui, bien sûr. Et pour le moment, alors, nous devons batailler fort parce que... Vous voulez dire que votre motivation est beaucoup plus forte qu'avant? Qu'avant. Parce que chaque année, on grandit. Et chaque année, on doit relever certains défis. Aujourd'hui, le défi est de combler le vide laissé par la BBC, la Voix de l'Amérique, pour te dire alors que la fatigue, c'est à oublier. Il faut redoubler d'efforts. C'est ce que nous sommes en train de faire pour que le Burundi soit informé, les Burundais soient informés, pour que les Burundais ne soient pas intoxiqués par les messages du gouvernement qui sont unilatérales. Alors, c'est notre mission. La fatigue, il faut oublier. Quand vous parlez de motivation, quand vous parlez du fait de combler un certain vide, est-ce que c'est par rapport à votre situation particulière de médias en exil? Pas du tout, parce que nous sommes un média en exil, mais nous sommes aussi un média burundais. C'est-à-dire que nous sommes obligés de couvrir toute l'information en rapport avec notre pays. Nous devons informer nos confrères, nous devons informer nos compatriotes de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et nous avons aussi ce devoir de dire au gouvernement burundais, de faire un clin d'œil au gouvernement burundais pour qu'il se corrige s'il est en désaccord avec la loi, s'il est... Est-ce que vous êtes arrivé, est-ce que ce que vous rapportez comme information, le clin d'œil dont vous parlez, est-ce que ça a eu un impact jusque-là? Bien sûr, parce que quand les pouvoirs de Bujumbura nous traitent de tous les mots, ça ne dit rien. Parce que s'il y a un message du gouvernement qui concerne le peuple, s'il y a la vaccination
qui est prévu quelque part, s'il y a les gens qui doivent bénéficier de l'aide, s'il y a des inondations, si on parle de tout ça, s'il y a des programmes du gouvernement, nous relayons ces messages. Nous relayons ces messages et la population est informée parce que, comme je l'ai dit, les canaux d'information sont aujourd'hui illimité. Emmanuel Ndereimana, on a vu au début de l'exil une opposition qui semblait plutôt déterminée, même soudée, notamment en se mettant ensemble dans la plateforme Sénared, qui aujourd'hui vole en éclats, et avec le départ notamment de votre propre parti, l'UPD Zigamibanga. N'est-ce pas là un signe de relâchement, un signe de découragement? Bon, comme vous le dites, c'est vrai, il y avait une grande détermination à partir même des manifestations. Après les manifestations, l'asile ou l'exil, la plateforme est née, le Sénared. Jusque-là, les travaux allaient très bien. Mais à un moment donné, plus on avançait, plus on atteignait presque les objectifs, plus les gens commençaient à plonger dans un égoïsme sans nom. Certains commençaient à rêver par de petits calculs, qu'est-ce que je deviendrai demain. C'était quoi ces objectifs? Objectif, c'était quoi? Bon, demain, nous serons... les choses vont changer au pays. Qu'est-ce que je vais devenir? Quelqu'un commence à penser, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je serai ministre? Est-ce que je serai ceci? Est-ce que mon cousin aura ceci? Alors, tous ces petits trucs ont commencé à naître dans certains individus de l'opposition. Et ceux qui pensent comme ça ils ont créé leur petit bloc en contradiction avec le reste qui reste sur l'œuvre et l'objectif. Et voilà, les choses sont éclatées comme ça. Donc vous voulez dire qu'il y a eu trop d'égoïsme dans le Sénared et qui ont fait... Trop d'égoïstes. Pas d'égoïsme dans tout le Sénared. Les petits égoïstes sont nés devant les yeux de tout le monde. Et cela, au lieu de renforcer les capacités de la plateforme, ont plutôt continué à redonner la force au pouvoir en place de Bujumbura. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez sur le point d'aboutir aux objectifs que vous vous étiez fixés, mais vous ne les avez pas, énumérés, les objectifs. Objectif, c'est quoi? Gestion du pays. La gestion du pays, c'est l'objectif. Donc, changement du pouvoir au Burundi, et puis la nouvelle gouvernance, la bonne gouvernance pour le peuple, c'est ça l'objectif. Alors, plus on avance vers là-bas, plus les ambitions commencent à naître dans certaines personnes. Et avec cette situation, certains avancent, les autres les tirent les pieds, vous comprenez qu'à ce moment-là, ça patauge. C'est ça la situation globalement. Et cela ne vous a complètement découragé? Non, on n'est pas découragé. Dans la lutte que vous étiez en train de mener? Pas du tout découragé. L'essentiel était d'identifier d'où viennent ces problèmes. Alors, dès lors que c'est déjà identifié, maintenant, les gens sont en train de se réorganiser pour rattraper la situation là où elle était au moment où ça a capoté. Et puis, avec l'espoir qu'on va avancer. Ça va juste nous faire un petit retard, mais on va aboutir. Désiré, ça fait 4 ans que les Burundais, le monde entier, sont en train de crier pour faire changer d'avis à Pierre Nkurunziza, pour qu'il se retire du pouvoir, etc. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, ils se maintiennent encore au pouvoir? Ils se maintiennent au pouvoir parce que il a maîtrisé, je dirais, l'opposition, parce que l'opposition n'est pas forte. Comme si je dis, je pense que les gens de l'opposition vont me pardonner, l'opposition n'est pas forte. Je pense qu'ils viennent de le reconnaître. Non, je ne dirais pas que tu as tort. Oui. Tu as tout à fait raison, parce que dans l'opposition, nous aussi, on a eu le temps de découvrir qui est qui parmi nous. Alors, c'est ces faiblesses que vous êtes en train de dire, et c'est exactement ça. Oui, je disais qu'il y a la faiblesse de l'opposition, ce qui renforce le pouvoir de Bujumbura, et il y a le pouvoir de Bujumbura qui réprime
toute personne qui ose dire le contraire de ce que pense le gouvernement burundais. Il y a la répression qui s'installe au pays. Il y a cette répression fait que tout le monde adhère de gré ou de force aux idéaux ou bien à l'idéologie du pouvoir. S'il y a la répression qui empêche aux gens d'être libres dans leurs pensées, qui empêche aux gens d'avoir cet espace politique libre, d'empêcher aux politiciens d'atteindre leurs membres, d'empêcher aux politiciens d'enseigner à leurs membres, de dire à leurs membres comment l'opposition doit fonctionner. S'il y a cette répression et s'il y a cette faiblesse de l'opposition, qu'est-ce qui empêcherait Nkurunziza de se maintenir au pouvoir? Rien du tout. Juste pour vous compléter, on a appris il y a quelque temps que des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, maintenant vont dans des écoles, notamment en Gozi, pour aller forcer les élèves à adhérer au parti au pouvoir. Oui, cela ne date pas d'hier, parce que nous savons que depuis longtemps, les Imbonerakure, c'est l'outil. C'est l'outil de la répression du pouvoir. Et imaginez, dernièrement, on a agréé un nouveau parti. Un parti qui fait peur au pouvoir de Bujumbura. Lequel est-ce? Le CNL de Gwassa. Aujourd'hui, dans toutes les provinces du Burundi, on est en train de les traquer. On est en train de les tuer. On est en train de les empêcher de s'exprimer. C'est quoi? Pourquoi cette tactique? C'est une tactique de faire peur pour empêcher aux gens de s'exprimer, pour empêcher aux gens d'enseigner, d'aller chercher d'autres membres, même au sein du CNDD-FDD. Alors, à ce moment, le CNDD-FDD veut gouverner comme un parti unique, mais en agréant d'autres partis pour montrer au monde entier, pour montrer à la communauté internationale qu'il y a le multipartisme au Burundi, alors qu'il n'en est rien. Parce que quand tu agrées un parti politique... C'est une chose et son contraire. Oui, bien sûr. Parce que quand tu agrées un parti politique, tu dois le laisser fonctionner dans tout le pays. Parce qu'on ne doit pas demander un visa pour circuler dans ton propre pays. C'est ce qui est en train d'être arrivé au CNL. Mais aussi, le président du Frodebo aussi a dit que même chez eux, c'est la même chose. À ce moment, il y a cet espace politique qui est rétréci. Ce qui fait que le pouvoir de Bujumbura, qui se dirige tout droit vers les élections, a peur. A peur de quoi? A peur du changement. A peur de ces gens qui viennent. A peur de cette opposition. Et pour ne pas avoir des problèmes à la longue, ils sont en train de les massacrer, ils sont en train de les empêcher de s'exprimer pour qu'ils restent comme parti unique, pour gagner les élections sans combat. Est-ce que, Emmanuel, n'est-ce pas l'absence d'un interlocuteur ou d'un challenger valable, notamment avec l'éclatement de l'opposition, ou encore, ce qu'on ne dit pas assez souvent, la mésentente entre les différentes rébellions armées, etc., qui peut finalement expliquer cet état de fait? Non, je ne pense pas. Vous savez, comme mon collègue vient de le dire, là, mon ami, le pouvoir à Bujumbura a tout fait pour réduire l'espace politique, notamment dans la traque contre les membres des partis d'opposition. Il vient de le dire, SNL, Frodebo, IPD, tout le monde. Tout le monde est traqué à Bujumbura. Alors, ils n'ont pas peur de ce qui va arriver, les résultats des élections. Ça, ils le savent parce qu'ils arrangent ça d'avance. Alors, ce qu'ils font là, pourquoi on tue les gens? Ils évitent la visibilité des autres partis. Parce que quand tu vas dire que tu as gagné à 80%, alors que le monde entier voyait les membres d'opposition partout dans le pays, ça n'a pas de sens. Alors, ils essaient de faire à ce que vous restez enfermés chez vous, qu'on ne voit personne brandir les signes de son parti jusqu'aux élections. Et c'est lui qui, comme certains observateurs qui ne savent pas aller en profondeur pour fouiller, voir réellement ce qui ne va pas, ils vous diront, d'ailleurs, on voyait le CNDD-FDD seul sur le terrain. C'est normal qu'ils aient
80%, c'est un parti Même majoritaire, 100%. c'est un parti majoritaire, des choses comme ça. C'est ça l'objectif de ce du parti au Mais pouvoir. tout à l'heure, vous reconnaissiez vous-même que même dans l'opposition en exil, vous avez eu du mal à avoir quelqu'un qui dépasse des intérêts, qui soit devant tout le monde et qui soit reconnu finalement par tout le monde et qui soit accepté par tous les opposants. Les gens qui peuvent porter le flambeau de l'opposition avec dignité, courage, pour le bien du peuple, il y en a des multiples. Vous Mais comprenez? visiblement, ils ont du mal à convaincre les autres. Les convaincre, c'est quoi? C'est ces autres-là qui se manifestent comme des petits cailloux dans la botte, vous savez. À ce moment-là, c'est difficile d'avancer avec ce petit caillou. Juste le temps de se débarrasser de ces petits cailloux gênants, les choses vont prendre vraiment un élan et arriver au résultat dont tous les Burundais et le monde entier attendent de Burundais. Je rappelle que vous suivez la 78e édition du Club de la Presse pour comprendre comment Pierre Nkurunziza arrive à se maintenir au pouvoir avec nos deux invités, Emmanuel Ndereimana du parti UPD Zigamibanga et Désiré Atungimana de la radio Nzamba Agate Kakawe. Désiré, Zimbabwe, Algérie, Soudan, pour ne parler que des exemples les plus récents. Quel est le dénominateur commun de ces peuples qui sont arrivés à faire pencher la balance en leur faveur? Le dénominateur commun, c'est que c'était des pays dirigés par des dictateurs, un peuple fatigué, Au bout de dizaines et des ouais, dizaines d'années. Hein. des trentaines même, et un peuple fatigué, des dirigeants dictatoriaux, alors c'est le dénominateur commun. Et pour en découdre, ils ont pris le chemin, ils ont pris la rue comme une solution. Et souvenez-vous, en Afrique, ce n'est pas pour la première fois, souvenez-vous du printemps arabe. Le Burkina Faso. Oui. Alors, quand les Soudanais ont descendu dans les rues, la plupart des gens ne le comprenaient pas. Parce qu'ils savaient qu'il va y avoir un carnage. Parce que Béchir... Tout peut-être comme le pouvoir ne le comprenait pas, parce qu'il ne s'y attendait pas. Oui, Béchir aussi, je pense qu'il a été surpris. Surpris comment? Surpris de cette population qui a eu cette audace. Ce courage d'aller dans la rue. Surpris des militaires qui n'ont pas agi en sa faveur. Alors c'est ça le changement. Les militaires sont républicains au Soudan. Ils ont refusé de verser le sang de leurs compatriotes. Il faut dire qu'à un moment donné, quand même, Oui. il y a eu des morts, à la différence de l'Algérie. Oui. Au Soudan, à l'échelle du Soudan, tout le monde a été surpris. Moi-même, j'ai été surpris. Je ne sais pas à quel degré tu as été surpris ou pas, mais moi, j'ai été surpris parce que je connaissais le Soudan. Je suivais la situation du Soudan. J'ai été surpris de voir les Soudanais descendre dans les rues et réclamer le départ de Béchir. Les militaires n'ont pas eu à faire usage de la force. Disons, la force n'a pas été aussi disproportionnée. Non. Je dis même que les forces de l'ordre au Soudan, ils se sont bien comportés. Ils se sont bien comportés. Et c'est pour cela que les Soudanais ont eu ce courage d'aller jusqu'au bout, de réclamer le départ. Béchir est parti. C'est lui qui l'a remplacé, je crois, le ministre de la Défense. La population a dit, nous ne voulons plus de vous, les militaires. Lui aussi est parti. Aujourd'hui, ils sont en train de réclamer un gouvernement civil. Et je ne doute pas qu'ils vont dans quelques mois, je pense que le Soudan sera dirigé par des civils. Et à ce moment-là, si je vois le Soudan, si je vois l'Algérie, si je vois le Zimbabwe, de Mugabe, si je vois l'Afrique du Sud, avec le courage du député Marema, qui a mobilisé toute la jeunesse contre un dictateur, Zuma, contre un corrompu. À ce moment, tous ces gens sont partis. Quand ils sont partis, je pense que le pouvoir de Bujumbura n'est pas aveugle. Je pense qu'ils observent ce qui se passe ailleurs. Parce que ces dictateurs étaient même les maîtres, je dirais, là où
le gouvernement du Burundi allait se ressourcer. Ils se ressourçaient au Soudan, ils se ressourçaient en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ces gens sont partis. Pour trouver le courage. Oui, le courage oui. Je peux aller avec mon analyse. Je dirais que avec le courage de la population, avec le professionnalisme des corps de défense, tout est possible. Les exemples, nous venons de les citer. Le Burundi, je ne pense pas qu'il restera en arrière. Je pense que le Burundi pourra un jour, je ne sais pas quelle date, je ne sais pas quelle année, mais je suis sûr que ce qui est arrivé au Soudan, en Algérie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, arrivera un jour au Burundi. Vous parlez de ce dénominateur commun, du professionnalisme notamment des forces de l'ordre et du courage de la population. Du courage de la population. Et Emmanuel, l'opposition dans ces pays, l'opposition dont il n'a pas parlé, était également soudée pour la même cause, amenant même les proches des dirigeants décriés à rejeter ces derniers, n'est-ce pas? Comment expliquer ce retournement de situation? C'est ce que je vous ai dit. Au moment où le peuple se lève pour réclamer ses droits, au moment où le peuple se lève pour réclamer que la loi soit respectée, les membres de l'opposition sont, entre guillemets, parmi cette population qui réclame tout ça. Bon, comme c'est eux qui doivent être en première ligne, normalement. Le problème entre les opposants dont je suis aujourd'hui, dont je fais partie, le problème, c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas toujours regarder le pouvoir de Bujumbura, ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas oublier que, en quelque sorte, le pouvoir de Bujumbura puise sa force dans le désordre de l'opposition. Et donc, la responsabilité est partagée. La responsabilité est carrément partagée, que le peuple le sache. Demain ou après-demain, si ça change, parce que c'est une question de temps, ça changera. Mais vous parlez de l'opposition politique, mais on ne parle pratiquement jamais de l'opposition armée. Moi, je parle de l'opposition politique, parce que c'est un corps, dans l'ensemble, on peut se dire, soi-disant, bien organisé. L'armée burundaise, c'est un désordre, et la police. Ils n'ont appris qu'à réprimer, tuer le peuple. Et l'opposition armée l'opposition armée dans tout ça. Moi, je me dis que ces gens qu'on apprend rebelles à gauche, à droite, il y a plusieurs noms de rebelles, de rébellions. Je ne sais pas comment ils sont organisés. Je l'entends par les oreilles aussi. Je ne sais pas si même ça existe pour le moment. Moi, je parle de l'opposition politique. Si jamais vous voulez savoir ce qui se passe dans la rébellion armée, il faut les inviter ici. Peut-être ils ont à vous dire. Je ne peux pas parler à leur place. Mais dans l'opposition politique, c'est là où il y a un grand problème. Parce qu'à chaque fois qu'on avance, qu'on veut arriver à une solution pour ce pays, pour le changement, il y a le positionnement qui commence. Les uns commencent à calculer qu'est-ce que je deviendrai demain si jamais ça change. Il y a d'autres qui te diraient qu'au lieu que ça change, que je n'ai pas vraiment une place honorable dans ce pays, vaut mieux que tout capote. Alors, tant qu'on a encore des gens qui raisonnent comme ça, prenons notre temps de se réorganiser. Peut-être d'ici peu, on va redécoller. Si le Sénarède est parti en disgrâce comme ça, ça ne veut pas dire... Mais quand vous dites peut-être que d'ici peu, quand vous dites peut-être, ça veut dire que vous êtes en train de douter vous-même? Non, on ne doute pas, on est en train de se réorganiser. Après, dès qu'on aura une organisation bien faite, définitive, on vous tiendra au courant et vous saurez qu'est-ce que nous allons faire et on vous dira quelle est notre stratégie. Pour le moment, c'est encore très tôt. Mais vraiment, nous avons espoir pour le Burundi de demain. Mais quand vous parlez du fait qu'aujourd'hui c'est trop tôt, c'est dans combien de temps? C'est dans 1 an, dans 2 ans, dans non, 10 ans? Je ne peux pas calculer, même le soir ou demain ou dans 2 semaines ou 1 semaine. Dès qu'on finit de tout organiser, on vous tiendra au courant. Mais est-ce que vous pensez que, quand vous parlez des petits égoïstes qui veulent tout pour eux, est-ce que vous pensez que les rejeter en disant que ce sont de mauvais gens, de mauvais opposants, est-ce que c'est ce qui sauve réellement l'opposition? Non, ça ne sauve pas l'opposition. Bon, peut-être il nous faut une rééducation entre nous-mêmes. C'est ce que je te dis que ça prend un peu de temps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rejetés. Ça veut dire que vous êtes toujours en contact? Non, comment ne pas être en contact? Les Burundais,
Non seulement ces membres de l'opposition avec qui on s'assoit autour d'une table chaque fois, même les Burundais qui sont au pays, on est toujours en contact. Alors, c'est une façon seulement de rectifier notre tir, dénoncer ce qui ne va pas, que les responsables comprennent réellement qui nous font perdre du temps. Juste une réorganisation et on décolle. Désiré, je reviens presque sur la même question, mais j'insiste là-dessus. Mais qu'est-ce qui manque au peuple burundais pour avoir la même détermination? Non, le peuple burundais ne manque rien. Le peuple burundais est déterminé. Le peuple burundais a du courage. Mais ce qui manque, c'est cette armée républicaine, cette police républicaine. Parce que ça date de l'histoire du Burundi. Les militaires, les policiers qui sont aux commandes aujourd'hui sont pour la plupart une majorité écrasante venue de la rébellion des FDD. FDD, Vous voulez dire du CNDD-FDD? Le parti actuel du CNDD-FDD, quand ils étaient au maquis, c'était le FDD. Ils étaient tous militaires. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, certains se sont orientés vers la politique, d'autres vers l'armée ou la police. Alors, ces gens, ces policiers, ces militaires qui se sont orientés vers la police et l'armée, n'ont jamais enlevé la casquette politique. C'est ce qui est un problème, c'est une épine dans le pied des Burundais. Parce que, imaginez des gens qui sont appelés à faire respecter et à respecter la sécurité pour les Burundais. Aujourd'hui, ce sont ceux qui violent cette sécurité des Burundais. L'exemple le plus récent, c'est Muyinga, avec Jérôme Ntibogora, le commissaire, qui dit à haute voix devant les autorités provinciales qu'il va massacrer les gens. C'était devant la gouverneure et devant le procureur général, le procureur de la République. Qui va massacrer les gens. Et aujourd'hui, il est libre. Il n'est pas inquiété. Non, mais il n'est pas que libre. La gouverneure l'a soutenu. Oui, bien sûr. Alors, ces policiers, ces militaires venus des FDD ils sont politiciens, ils sont en même temps militaires et policiers. C'est pourquoi... Vous voulez dire en fait que ils sont en même temps policiers et ils représentent le parti au pouvoir. Bien sûr. Et non pas... Bien sûr. C'est pourquoi, quand il y a des gens qui manifestent, quand il y a des gens qui réclament que la loi soit respectée, ces militaires pensent que c'est fini pour leur mandat, c'est fini pour leur bitan. C'est pourquoi ils répriment cette manifestation de la pire des moyens. Ils répriment cette manifestation d'une façon sanglante. Pourquoi? Parce qu'ils protègent le politique, ils protègent leur statut, et à la longue, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais si c'était encore de défense républicain, ils n'allaient pas massacrer la population qui manifeste parce que la Constitution autorise ça, mais c'est pour protéger ce politique qui était avec lui dans le maquis, aujourd'hui qui représente l'État burundais, qui est député, qui est ministre, qui est quoi. C'est pourquoi au Burundi, s'il n'y a pas une éducation à ces militaires, à ces policiers, pour leur montrer réellement leur rôle. Et pourtant, il y a eu un gros investissement bien dans sûr, la formation. Bien sûr. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été sauvés parce que, je ne dis pas, si je disais que tous ceux qui sont venus des FDD sont tous mauvais, je serais en train de mentir. Peut-être que ceux qui ont été sauvés par ces formations. D'autres formations sont nécessaires, d'autres formations sont les bienvenues pour éduquer encore une fois ces militaires, ces policiers qui ne comprennent pas le rôle qu'ils sont appelés à jouer parce qu'ils s'immiscent dans la politique, ils s'immiscent dans le militaire et tout cela devient du chaos. C'est pourquoi... Mais dans le même temps, les formations doivent être autorisées par le même gouvernement qui ne voudrait peut-être pas qu'ils soient formés. Peut-être. C'est pourquoi alors, nous avons encore du temps, mais le courage, la détermination au niveau de la population, il y en a. Il reste cette armée qui doit devenir républicaine pour que les choses marchent comme ça marche dans d'autres pays. Emmanuel, que faut-il? Aujourd'hui, faut-il le dialogue ou autre chose? Je crois que le temps du dialogue, c'est toujours possible, bien que ça a échoué à un moment donné.
Mais il faut toujours espérer qu'on peut dialoguer et avancer. Mais le gros problème est dans cette police et armée indisciplinée. Vous direz, je vous dis que cette police et armée sont indisciplinées. Pourquoi? Jamais dans le monde entier, je n'ai jamais vu un corps de police ou de l'armée tirer sur son propre peuple. Parce qu'ils sont appelés à protéger le peuple. Mais au Burundi, c'est le contraire. Alors, il nous faut une réforme. Si jamais le pouvoir change à Bujumbura, il nous faut une réforme approfondie sur le corps de la police, si ces gens en armes. Je ne suis pas l'avocat du pouvoir du Burundi, mais dans l'histoire, on a quand même vu des armées réprimer des peuples dans le passé. Hein, oui. Mais bon, on devrait plutôt tirer des leçons de ce qui s'est passé que de dire, mais comme c'est déjà arrivé ailleurs, Tout ça vient de la mauvaise gouvernance. Si jamais le pouvoir est sur les rails de la démocratie, même l'armée doit suivre et la police doit suivre. Vous comprenez? C'est ça où se trouve le gros du problème, le nez du problème. Et puis, en plus, les deux corps, armée et police, ont été en grande partie ethnisés. On les apprend à réprimer les opposants, parce que souvent ils disent... quand ils nomment les Tutsis comme Mujeri, vous comprenez? Ils prennent les Hutus qui sont de l'opposition, comme aussi des gens à pourchasser. Comme des Mujeri aussi. Des Mujeri aussi, vous comprenez? Tout ça vient d'où? C'est dans cette mauvaise gouvernance, vous comprenez? Quand vous voyez un homme, un monsieur comme le président du Sénat, qui ose donner des ordres à ces Imbonerakure, tuer pour récupérer les biens de ces gens. Vous croyez qu'avec ces gens, vous attendez des réformes de ces gens? Jamais. Il nous faut seulement des stratégies fermes du côté de l'opposition, parce que moi je me dis toujours que la solution burundaise viendra des Burundais eux-mêmes. Il nous faut des stratégies, des vraies stratégies, dans une opposition unie. Mais unie, une opposition aussi bien éduquée. Parce qu'il y a des opposants qui sont là pour leurs propres intérêts, pas pour l'intérêt national. Moi, grosso modo, je dirais que si jamais on voit les choses de la même façon, la solution burundaise est très proche. C'est par ces termes quand même d'espoir de la part de nos invités, Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif et porte-parole du parti UPD Zigamibanga, et Désiré Hatungimana, le rédacteur en chef de la radio Inzamba Agate Kakawe, que nous terminons cette 78e édition du Club de la Presse. Merci encore une fois à nos deux invités. Merci Franck. Merci aussi. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Merci encore une fois et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.